Le frère du personnage principal est Franz Festa. C'est un beau garçon aux cheveux noirs qui tombe sans cesse dans ses grands yeux bleus clairs. Tous les hommes du monde aiment Franz. Une calèche tirée par un cheval s'arrête près d'un luxueux château situé dans une région montagneuse pittoresque. De la fenêtre du château regarde une fille dont les cheveux noirs sont ornés d'un nœud bleu. Elle est curieuse de savoir qui est arrivé à la résidence familiale. Un garçon aux cheveux noirs vêtu d'un costume vert coûteux descend de la voiture. Deux hommes avec des valises à la main et une femme de ménage se tiennent près de l'arrivée. Franz lève la tête et regarde par la fenêtre, quelque peu coupable. La jeune fille, la sœur de l'invité, semble mécontente. Ses yeux sont bleus, comme ceux de son frère, avec un regard colérique, et ses lèvres sont bien pincées. Goûter au château. Franz explique à la famille la raison de sa visite. Il sourit nerveusement et dit que son chat Hertz lui a manqué. La sœur de Franz boit du thé en silence, les yeux baissés. La mère, une femme aux cheveux bruns en chignon, dit que bien sûr il a manqué au garçon, car il a passé longtemps dans une autre ville. Un grand homme aux cheveux noirs et à la moustache bien taillée, chef de famille, ne partage pas l'enthousiasme de sa femme. Il semble qu'il ne soit pas très content de voir son fils, car il a quitté le dortoir sans raison valable. L'homme hausse les sourcils et ordonne à Franz de repartir. Le garçon se lève brusquement et demande à son père la permission de rester à la maison pendant un moment. Il justifie ce désir par le fait qu'il est très inquiet pour son chat bien-aimé. Cependant, le chef de famille arrête son fils avec une main levée et un « assez ferme ». Des rides de rage apparaissent sur le front de l'homme. Les mâchoires serrées, il dit que Franz n'a rien à craindre. Son chat est très bien soigné. Le père de Franz se lève du fauteuil moelleux et, d'un ton qui ne tolère aucune objection, annonce qu'il enverra l'oiseau postal au dortoir Cartier. Cartier est l'école où Franz étudie. Le garçon ne cesse de demander à son père de le laisser rester à la maison pendant un moment. La sœur de Franz regarde la main de son frère avec de grands yeux. Elle veut dire quelque chose, mais se retient. Franz serre les poings et supplie littéralement de le laisser rester encore une semaine, ou au moins 3 jours. Pendant ce temps, la sœur de Franz est de plus en plus en colère. Elle est agacée par la faiblesse d'esprit de son frère, sa peur d'affronter son père. Le garçon essaie de dire avec assurance et haut et fort que dans 3 jours il retournera au dortoir. Mais immédiatement après ces mots, Franz regarde sa sœur avec peur, comme pour lui demander s'il a tout fait correctement. Les doigts de la fille serrent fermement la robe. Son regard est toujours tourné vers son frère qui lui tourne le dos. Franz lui saisit la main et baisse les yeux, incapable de prononcer un mot. Finalement, la sœur du garçon décide de prendre les choses en main. Elle se lève et appelle son frère par son nom. Franz regarde autour de lui et regarde la jeune fille avec les yeux grands ouverts de peur. Ses yeux brûlent de colère. À voix haute, pour attirer l'attention de ses parents, elle demande à son frère s'il peut se déshabiller. La mère, surprise par une telle question, se couvre la bouche avec sa paume. Le père tourne brusquement la tête en direction des enfants. Franz demande à sa sœur pourquoi il devrait faire cela. Mais la jeune fille, au lieu de répondre, le mesure d'un regard glacial et ordonne résolument aux domestiques de déshabiller son frère. Ils exécutent docilement l'ordre. Le visage de Franz est en sueur. Il se couvre de ses mains et tente de résister aux serviteurs. Cependant, ils disent qu'ils doivent exécuter l'ordre. La famille du garçon regarde cette photo. La jeune fille demande aux domestiques d'enlever sa chemise. Franz se met à crier et demande aux domestiques de ne pas faire ça. Une veste verte vole d'abord au sol, puis une chemise. Surpris et en même temps effrayé, la mère demande à sa fille « Kayla, qu'est-ce que tu es ?» Mais la fille l'interrompt au milieu d'une phrase et lui dit de voir ce que Franz a dû endurer. Toute la famille regarde le garçon sous le choc. Franz, à moitié déshabillé, se tient au milieu de la pièce, les bras autour de lui. Son corps est couvert de contusions et d'égratignures. La mère du garçon regarde son fils avec des yeux horrifiés. Le visage du père Franz exprime une pure rage. Il demande à voix haute d'où le garçon tient ses cicatrices. Alors l'homme ne peut plus se retenir et se met à crier. Il veut savoir qui a osé traiter son fils avec autant de cruauté. Le père de Franz crie aussi qu'il ira chez Cartier tout de suite. Le gars lui-même est contre une telle idée. Il est à genoux et supplie son père de ne pas aller nulle part. Les larmes coulent sur les joues de Franz. Le regard de son père était mêlé de compassion et de colère. Il reproche à son fils de ne pas utiliser Tia. Il a dit que s'il avait fait cela, cela ne serait pas arrivé. Pendant ce temps, la mère et la sœur de Franz sont assises sur le canapé. La mère tremble sous le choc et Kayla la regarde. Puis la femme se lève et s'approche de son fils blotti. Elle, sans retenir ses larmes, serre le gars par les épaules et dit à son mari d'arrêter de lire les notes à Franz, car il se sent déjà mal.
L'homme jette un coup d'œil à sa femme et à son fils, expire brusquement mais se tait. Kayla, en contemplant ce spectacle, comprend que si elle n'agit pas maintenant, tout sera comme avant. Franz, moralement tué, qui s'accroche maintenant si pathétiquement à sa mère, retournera au dortoir et la famille Festus tombera. La jeune fille rassemble ses pensées et s'adresse fermement à la mère qui serre toujours son fils dans ses bras et au père sombre. Kayla dit qu'elle a quelque chose à leur dire. La sœur de Franz se tient au milieu de la pièce. Une de ses mains repose sur son cœur, l'autre est serrée en un poing. La jeune fille dit qu'elle deviendra chevalier de la famille Festus à la place de son frère. La réaction de tous les membres de la famille est ambiguë. Franz et sa mère ont l'air confus. Le père, qui ne s'est pas éloigné des événements précédents, recommence à crier que c'est l'héritier qui doit protéger la famille de Festus. Mais Kayla interrompt l'homme et dit que Franz a l'esprit d'un scientifique. Il n'y a pas un iota de chevalerie en lui. Le garçon lui-même regarde sa sœur avec confusion. Le père met 2 doigts sur sa tête et dit avec lassitude qu'on ne peut pas abandonner si facilement les études à l'Académie Cartier. Le mari tente de prouver à sa fille que le fils de la famille Festa doit obtenir un diplôme de l'Académie, sinon l'Empire ne reconnaîtra pas son droit à l'héritage. La jeune fille ne va pas abandonner si vite. Elle dit que dans l'ordre impérial, les 3 commandants gardiens étaient des femmes de la famille Festa. Ainsi, elle, Kayla, peut également devenir la commandante des gardiens. La jeune fille crie ces mots directement au visage de son père. L'homme se rend compte qu'il est inutile de discuter avec Kayla, mais fait une dernière tentative pour l'arrêter. V met sa main sur l'épaule de la jeune fille et dit prudemment qu'une personne qui veut devenir chevalier doit s'entraîner dès son plus jeune âge. Et Kayla ne tenait même pas une épée dans ses mains. La jeune fille sourit à peine et admet qu'elle n'a pas tenu le coup. Encore. Kayla regarde son frère comme si elle attendait quelque chose. La jeune fille demande à Franz d'avouer à son père ce qu'il veut être. Le garçon a un peu peur de dire la vérité à son père et essaie de rassembler ses pensées. Il baisse la tête et serre la main pressée contre sa poitrine en un point. Finalement, Franz fait appel à son père à haute voix. Certes, même si le garçon essaie d'avoir l'air aussi confiant que possible, sa voix tremble. Père et Kayla regardent Franz attentivement. Pendant ce temps, le garçon dit qu'il veut devenir scientifique. Son visage assez émo exprime la détermination et la confiance que lui, Franz Festa, n'abandonnera pas ses intentions. Le père du garçon tourne la tête sur le côté. Il a l'air pour le moins mécontent. Que ne peut-on dire de la sœur de Franz? Son regard devient plus doux, et un sourire encourageant apparaît sur ses lèvres. Kayla se tient à nouveau au milieu de la pièce et regarde son père en colère mais silencieux. Sa mère choquée et son frère légèrement confus. La jeune fille dit qu'elle ira à l'Académie Cartier. La mère est effrayée par la décision de Kayla. Elle essaie désespérément d'arrêter sa fille. Mais la fille ferme les yeux et dit calmement mais avec confiance qu'elle s'en occupera. Kayla piétine du pied et continue son discours. La jeune fille demande à ses parents de lui donner les chaussures de son frère. Franz lui-même tient sa veste dans sa main et regarde sa sœur avec perplexité, incapable de croire qu'elle ait pu aller à l'encontre de traditions séculaires, contre la volonté de son père et de sa mère. Un membre de la famille dit à la fille qu'elle a déjà un citron. Kayla regarde pensivement sa main et est d'accord avec cette affirmation. Au poignet de la jeune fille se trouve un petit signe gris en forme de bouclier. C'est citron. Le propriétaire de ces signes n'a pas besoin de lever l'épée. Mais Kayla trouve rapidement une solution à ce problème. Elle regarde quelque part sur le côté et dit qu'elle remettra l'épée à Franz. Le père lui saisit la tête et expire bruyamment, essayant de se calmer. L'homme comprend qu'il ne parviendra pas à convaincre Kayla et Franz de tout faire correctement. Mais il n'aime pas que les enfants ne lui obéissent pas du tout. Le garçon et la fille, réalisant qu'ils ont gagné cette difficile bataille contre l'autorité parentale, se regardent avec satisfaction. Le dernier étage du domaine familial Festa. Au milieu de la pièce aux allures de bibliothèque se trouve un grand cercle magique qui émet une lueur bleue. Le père de Franz et Kayla récite un sort tiré d'un livre ancien. Selon l'incantation, celui qui souhaite recevoir le pouvoir et le patronage du roi des esprits doit à nouveau remettre l'épée à la possession de la terre. De plus, cette personne doit retirer le sceau qui a été imposé à l'aide d'un serment de sang. À ces mots, le signe en forme de croix sur la main de Franz se met à saigner. De petites gouttes de sang tombent directement sur le cercle magique. Concentrée, Kayla, debout derrière son frère, regarde la scène avec attention. Une grande épée aux manches dorées finit entre les mains du fils de la famille Festus. Franz, vêtu d'un luxueux costume, regarde avec un peu de tristesse cet héritage familial.
Soudain, le père appelle Kayla, qui est tout à fait prête à participer à la cérémonie, et lui dit que c'est son tour. Pendant ce temps, Franz retourne chez sa sœur. Son regard semble dire à la jeune fille que tout ira bien. Kayla s'approche de son père avec un parchemin à la main. On voit qu'elle est quelque peu inquiète, mais ne le montre pas. Le père demande à sa fille de lui donner sa main avec laquelle elle appliquera le sceau. Kayla accède à la demande. L'homme prévient la fille que cela fera un peu mal, puis prend un couteau et fait une petite coupure dans la paume de la fille. Le sang de Kayla, comme celui de son frère, finit dans un cercle magique. La jeune fille semble fascinée par cette photo et plonge profondément dans ses pensées. D'une voix aiguë, le père ramène sa fille dans le monde réel. L'homme ordonne à Kaylee de lire le contrat. La jeune fille déplie docilement le parchemin et commence à prononcer les mots de l'accord. Kayla répète à voix haute ce que son père avait dit récemment. Celle qui désire le pouvoir et le patronage du roi des esprits prête serment sur le sang. Lors de la lecture de ce texte, une lueur bleue se répand sur la fille de la famille Festus. Kayla dit alors qu'elle jure allégeance aux esprits. L'épée s'envole des mains d'un Franz confus et commence à tourner au-dessus de sa sœur. La jeune fille conclut le serment par les mots. Que l'accord soit valable jusqu'à ce que le sang de Festus disparaisse de cette terre. Kayla ouvre grand ses yeux bleus et serre le poing. L'autre fille le met en avant pour que l'épée, qui descend incroyablement vite, le scelle. Sur la face supérieure de la paume de la fille de la famille Festa, apparaît une marque soignée d'une navette, qui appartenait auparavant à Franz. Kayla regarde sa main avec une légère tristesse, la porte à ses lèvres et embrasse le signe en forme de croix. En même temps, la jeune fille murmure. « Chouette !» La fille de la famille Festus tend à nouveau la main qui émet une lueur magique. L'épée reste en l'air pendant un moment avant de se retrouver dans la main de Kayla. Kayla tend la main et regarde d'un air de défi l'héritage familial. Une épée qui a appartenu à plusieurs générations d'hommes de la famille Festa. Mais dans cette histoire, tout est différent. La fille a reçu le symbole du chouette. Chouet et citron sont des trésors de la famille Festa, transmis de génération en génération. Seul le chef de famille pouvait les posséder, qui devait devenir chevalier et défendre courageusement l'honneur de sa famille. Kayla comprend qu'avec son désir d'avoir une chaussure, elle a empiété sur le titre de chef de famille. Cependant, elle s'en fiche. Kayla regarde son frère qui a contacté son père et pense que l'essentiel dans tous ces changements est que Franz obtienne une citro. Après tout, si le garçon a un citra fort, que même le roi des esprits ne peut pas percer, alors il sera certainement en sécurité. Et la jeune fille, comme vous pouvez déjà le comprendre, est très inquiète pour le bien-être de son frère. Cependant, Kayla Fest n'est pas pressée de se réjouir. Elle continue de regarder le garçon, dont la main est couverte d'une douce lueur verte, et se rend compte que l'échange qu'elle et Franz ont eu va complètement changer l'histoire de la famille. Le matin après le rituel, le joyeux Franz se précipite dans la chambre de sa sœur endormie en claquant bruyamment la porte. Il a un paquet sous le bras. Le garçon sourit largement et, plissant les yeux, dit que l'uniforme de l'Académie Cartier est arrivé. Kayla, qui n'est pas de très bonne humeur à cause d'un réveil si particulier, s'assoit sur le lit et fait une remarque à son frère. Elle dit que Franz ne doit pas être très poli s'il se permet de faire irruption dans la chambre de sa sœur sans frapper. Le gars se gratte l'arrière de la tête d'un air coupable et s'excuse auprès de sa sœur. Puis il sort du paquet l'uniforme de quartier, une chemise blanche et une veste couleur marais avec une jupe. La jeune fille regarde les vêtements sous le choc et dit que cela ressemble à un latte aux algues vertes. Franz, ne remarquant pas la surprise de sa sœur, demande joyeusement ce que c'est. Kayla est déjà en colère et dit que la forme est bien, mais que la couleur a l'air horrible. Franz, qui n'est plus aussi joyeux, observe silencieusement la réaction de sa sœur. Puis le garçon rougit un peu, se couvrant la bouche d'une enveloppe à seau rouge, et dit en riant qu'il n'interprète pas toujours correctement les paroles de sa sœur. Kayla, voyant l'enveloppe, oublie instantanément sa récente irritation. Elle s'approche de son frère et lui demande quel genre de lettre il tient entre ses mains. Franz est un peu perdu, mais aussitôt il répond joyeusement que cela vient de l'étudiant senior Litaus. Après ces mots, le visage de la jeune fille devient très pâle. Kayla reste immobile, un uniforme vert à la main et se demande silencieusement « Litaus ?» Le visage de la jeune fille est déformé par une grimace insidieuse. Elle se met à rire méchamment. Kayla se souvient sarcastiquement de Litaus Aizar, un jeune homme grand et trapu aux yeux verts, vêtu d'un uniforme coûteux. Litaus est le fils aîné du comte Aizar. Il fête ses 19 ans cette année. Il est le colocataire de Franz au dortoir Cratier. De plus, le jeune homme a récemment reçu le statut de chevalier.
Le frère de la jeune fille sourit joyeusement et, faisant des yeux de chiot, dit que Litaous a découvert sa déduction et veut venir dans la propriété de la famille Festa. Mais le look mignon de Franz ne fonctionne pas sur Kayla. Les yeux bleus de la jeune fille brillent de colère et elle dit fermement que le pied de Litaous ne sera en aucun cas là. Franz semble quelque peu surpris par une réponse aussi vive. Il demande prudemment à sa sœur s'il a entendu. En même temps, le garçon rappelle à Kayla mécontente, qui croisa les bras sur sa poitrine, que le fils aîné du comte Isard est son fiancé. La jeune fille le sait très bien, mais le problème est qu'elle ne veut pas épouser Litaous. Un tel marié n'a pas été choisi par Kayla elle-même, mais par son père faisant autorité. Tandis que la fille de la famille Festa est dans ses pensées, la main de Franz lui serre légèrement l'épaule. Le gars essaie doucement de convaincre sa sœur que Litaous est une bonne personne et un ami fiable. Sans son soutien, Franz, qui ne sait pas se défendre, aurait eu beaucoup plus de mal à étudier à l'académie. Cependant, Kayla ne veut pas entendre parler de l'arrivée du fils du comte Isard. La jeune fille rassemble ses pensées et commence avec colère à justifier son refus. Franz écoute attentivement sa sœur, mais soudain elle s'arrête au milieu d'une phrase. La jeune fille ne sait pas comment dire à son frère qu'ils sont dans le monde du manga BL Magic Mirage, où tous les hommes sont attirés par Franz. Mais ce n'est pas très bon. Pour diverses raisons, nombre d'entre eux tenteront à l'avenir de nuire à Franz. Kayla se tourne pour quitter la pièce. Franz, en bégayant, tente d'arrêter sa sœur. Il regarde la jeune fille avec de grands yeux bleus et lui demande ce qui lui est arrivé. Une pièce ordinaire et modestement meublée. Le clic des touches de l'ordinateur portable se fait entendre. La porte en bois s'ouvre en grinçant et un garçon en pantalon noir et chaussettes blanches entre prudemment. Il se tourne, incertain, vers sa sœur, dont les cheveux bruns sont attachés en une courte queue de cheval en désordre. La jeune fille, mécontente d'être distraite de son travail, suppose que son frère est venu la voir parce qu'il n'avait plus d'argent de poche. Le garçon baisse les yeux et acquiesce silencieusement en hochant la tête. La sœur expire d'exaspération et se tourne finalement vers le garçon. Elle demande ce qui ne va pas chez lui. La jeune fille n'aime pas que son frère traite si légèrement l'argent qu'il a récemment reçu. Ensuite, la sœur examine le frère de la tête aux pieds et commence à s'accrocher à son apparence. C'est pourquoi, parmi tous les vêtements qu'elle a achetés, il ne porte qu'un uniforme scolaire. Le garçon reste immobile, n'osant pas contredire sa sœur. La jeune fille regarde son frère avec colère et est sur le point de lui dire quelque chose. La sueur coule sur son visage. Le garçon commence à devenir très nerveux. C'est pourquoi il attrape la manche de sa chemise. La sœur se tourne vers l'écran de l'ordinateur portable, soutient sa tête avec sa main et soupire bruyamment. La jeune fille raconte à son frère que c'est justement parce qu'il porte toujours les mêmes vêtements que tout le monde se concentre sur sa vie sans parents. Ce comportement de la sœur peut être compris, car elle travaille jour et nuit pour assurer un bel avenir à son frère, qui regarde désormais par terre. Ensuite, la fille ferme les yeux et ordonne à haute voix au garçon d'aller dans sa chambre et d'étudier. Finalement, le frère élève la voix et demande doucement s'il peut simplement passer l'examen d'admission au lieu d'aller à l'école tous les jours, où il n'est déjà pas apprécié. La sœur est encore plus agacée par une telle question et serre les poings. Elle tourne la tête vers le garçon et, tapotant du doigt la surface de la table, lui dit de ne pas dire de bêtises. Il ne reste que 6 mois avant la fin des études. Au bout d'une seconde, la jeune fille ajoute que l'école est nécessaire non pas tant pour acquérir des connaissances que pour enseigner la vie en société. Et pour ça, le bonhomme aux larmes qui coulent sur ses joues n'est visiblement pas prêt. Kayla, endormie, qui fait probablement un rêve pas si agréable, se met à gémir pitoyablement. Matin. La famille de Festa prend son petit déjeuner dans la salle à manger. Le père est en bout de table, sa femme et son fils sont assis à sa droite et sa fille à gauche. Dans la pièce se trouvent également 2 servantes et 3 gardes, vêtus de costumes noirs coûteux. Kyle n'est pas très intéressé par le petit déjeuner. En pensant à quelque chose, elle lève sa fourchette vers une assiette de pêche en conserve. Franz, inquiet du manque d'appétit de sa sœur, interroge la jeune fille sur son bien-être. Kayla répond d'un ton ennuyé qu'elle est un peu malade. Mère suggère que cela a quelque chose à voir avec Sir Litaous. Le père, avec une pointe d'irritation dans les yeux, dit avoir entendu dire que Kayla n'avait pas permis à son fiancé de rendre visite à leur famille. La jeune fille tourne immédiatement la tête vers Franz et lui lance un regard ravageur. Le garçon, s'en apercevant, continue de manger et prétend qu'il n'est là pour rien. Le chef de famille porte une fourchette avec un morceau de viande à sa bouche et dit sagement que le bon et sincère Litaous est le meilleur parti pour sa fille. Franz, ne se rendant pas compte qu'il se creuse un trou, soutient son père avec les mots «
Oui, ma sœur. J'aimerais beaucoup le voir comme mon gendre. Kayla, dont le visage est devenu très pâle de colère, grogne faiblement. Elle pense que son frère est trop naïf, et que, pour le protéger, elle doit d'une manière ou d'une autre refuser d'épouser le fils du comte Isar. Kayla s'inquiète pour Franz. Et ce n'est pas seulement le fait que Litaous ait des sentiments pour le garçon qui lui fait peur. Non, les vraies craintes ne sont pas du tout nées de cela. La jeune fille saisit fermement le verre d'argent avec ses doigts et se replonge dans ses pensées. Kayla imagine sa plus grande peur liée à Litaous. Elle a peur que si le jeune homme devient son mari, il implique son cousin fou Aster dans cette histoire. Le fait est que lorsqu'Aster était encore enfant, seul Litaous s'occupait de lui. Le jeune homme est devenu presque le père de son frère. Cependant, Litaous ne pouvait pas consacrer toute son attention à Aster seul, car il avait 5 autres frères et sœurs qui avaient également besoin d'amour et de soins. C'est pourquoi Aster était très jaloux de la seule personne qui l'aimait vraiment. D'après l'histoire, cette jalousie nuira à Franz. Tout d'abord, Aster fera du mal au garçon et le torturera, puis il détruira toute la famille Festa. Le visage de Kayla devient quelque peu en colère à cause de ces pensées. Elle serre encore plus fort son verre et se dit qu'il est absolument impossible de contacter Litaous. Le bureau du père de Kayla. La jeune fille frappe à la porte. L'homme qui est en train d'écrire quelque chose laisse entrer sa fille. La jeune fille demande à son père s'ils peuvent parler. Et quand il accepte, elle dit avec irritation qu'il s'agit de sœur Litaous. Kayla dit qu'elle veut rompre ses fiançailles avec ce jeune homme. L'homme n'aime pas cette idée. Lui, commençant à s'énerver, demande à sa fille de quoi elle parle. La fille était prête à une telle réaction, elle ne reculera donc pas. Elle montre à son père la main sur laquelle se trouve la marque de chouette, puis dit qu'elle et Litaous sont les chefs de famille différentes et qu'elle a besoin d'un mari qui ne servira que la famille Festus. Le père de Kayla a mal à la tête. Il ne comprend pas pourquoi la fille n'y a pensé que maintenant. L'homme repousse sa fille, qui essaie de lui dire quelque chose, et lui dit qu'il doit bien réfléchir à cette décision difficile. Kayla est déçue. Cette fois, son entêtement et sa détermination n'ont pas pu vaincre l'autorité de son père. Le lendemain, la jeune fille veut interroger son père sur sa décision concernant les fiançailles, mais l'homme fait semblant de ne pas remarquer sa fille. Cette situation se répète plusieurs fois. Finalement, Kayla rattrape enfin son père, qui essaie de l'éviter depuis tout ce temps. La jeune fille attrape l'épaule de l'homme et lui sourit gentiment. Le père lui-même est choqué par cette tournure des événements, mais il est trop tard pour s'enfuir. Il n'a donc d'autre choix que d'entamer une conversation désagréable pour lui avec Kayla. La jeune fille demande joyeusement s'il a pensé à rompre les fiançailles. Le mari essaie de calmer un peu sa fille, car il n'a encore rien décidé. Kayla commence à se mettre en colère, espérant que cela affectera son père. La jeune fille dit qu'elle ne veut pas épouser Sir Litaous. Elle ajoute également qu'elle trouvera elle-même un marié qui plaira à son père et à sa mère. Le mari est très fatigué des bavardages constants de sa fille à ce sujet. Alors il accepte les conditions de Kayla. La jeune fille satisfaite demande « Vraiment ?» Le père s'essuie les yeux avec lassitude avec sa paume et confirme ses paroles. Il dit ensuite qu'il prendra la décision de rompre les fiançailles pendant que Kayla est à Cratier. La jeune fille sourit largement et dit qu'elle a autre chose à dire à son père. Il commence à paniquer, craignant que sa fille ne recommence à s'accrocher à lui. Kayla, avec un sourire innocent sur le visage, annonce qu'elle a déjà envoyé une lettre annonçant la rupture des fiançailles à la famille Isar. Une grande pièce lumineuse avec un canapé au milieu. Une fille aux cheveux roses rassemblés en 2 queues de cheval est assise sur le canapé, les jambes pliées au niveau des genoux. Elle lit attentivement une lettre. Soudain, un type bégayant sous la forme de Cratier, Litaous fait irruption dans la pièce. Il essaie de reprendre son souffle et se tourne vers la fille. « Astel !» Litaous parle, rappelle qu'il lui a demandé de le prévenir avant de lui rendre visite. La jeune fille sourit pensivement, écarte une mèche de cheveux de son visage et demande au garçon de ne pas l'appeler Astel lorsqu'ils sont ensemble. Litaous se corrige en disant Aster. Il semble que maintenant la fille soit satisfaite. Souriant largement, elle informe le garçon qu'une lettre est arrivée de sa fiancée. Litaous arrache immédiatement le papier des mains de la jeune fille. Le gars a l'air ennuyé. Il n'aime pas qu'Aster lise ses lettres. La jeune fille grogne, se lève du canapé et s'approche de Litaous en le serrant par derrière. Elle bâille et demande au garçon ce qui ne va pas avec le fait de consulter les emails des autres. Voyant que Litaous lit attentivement chaque ligne, Aster lui pose la question. Il dit qu'il rejoindra l'académie après toi? Le gars accepte confusément. La jeune fille ouvre grand ses yeux violets pâles. Elle est surprise par la réponse de Litaous, qui, serrant fermement la lettre avec ses doigts,
ajoute que Kayla rompt également les fiançailles. Aster réfléchit une minute. Une chaude journée ensoleillée, la cour de la maison familiale Festa, Franz et Kayla s'entraînent. Un garçon fatigué demande à sa sœur s'il peut se reposer, lui promettant qu'il travaillera dur lorsqu'elle ira étudier à l'académie. Cependant, la jeune fille croise les bras sur sa poitrine et dit qu'elle n'y croit pas, car lui, Franz, ne s'est jamais entraîné seul. Le garçon essaie de lui dire que les choses vont changer maintenant. Mais Kayla coupe brutalement la parole à son frère, lui disant de se taire et de commencer à étudier. Le père de Franz et Kayla, vêtu d'un uniforme bleu, lève la main et ordonne à chacun de prendre position. Les participants à la formation, dont 4 garçons trapus vêtus de vestes en cuir sombre, obéissent à l'homme. Le visage de Franz est concentré. Il capte chaque mot de son père, qui quant à lui explique qu'aujourd'hui ils vont pratiquer la défense avancée. L'homme dit à haute voix à son fils de retirer le citron. Le garçon porte son poignet à ses lèvres, puis avance résolument sa main. Le signe citron clignote avec une lueur bleue. Un bouclier apparaît dans les airs, qui devrait protéger le garçon des 6 barbes qui vont l'attaquer. Les servantes qui regardent l'entraînement disent avec enthousiasme que le bouclier de Franz est devenu plus grand qu'auparavant. La sœur du garçon et un inconnu le regardent en silence. Le fils de la famille Festa se défend savamment. Soudain, l'un des assaillants sourit, voyant une faille dans la défense du garçon. Franz s'égare un peu et esquive l'épée qui s'apprête à le frapper. Mais cela n'arrive pas. 3 grands boucliers tombent en l'air, que le garçon, qui a déjà rassemblé ses pensées, dirige vers les combattants. Les épées des assaillants se brisent. Quelqu'un dit à Franz qu'il a parfaitement fait face à la tâche. Le père du garçon rit avec satisfaction et dit fièrement que son fils apprendra bientôt la technique de la défense territoriale. Kayla, qui se tient à l'écart, est surprise, car il est si rare de voir un père heureux. Franz se réjouit de son succès, mais affirme qu'il parviendra difficilement à maîtriser l'art de la défense territoriale, capable de couvrir un très vaste territoire. Kayla fredonne doucement et dit joyeusement à son frère qu'il peut tout faire. Mais Franz n'est toujours pas sûr de ses capacités, car il ne sait pas encore grand-chose. La jeune fille pense que si son frère réussit à devenir maître Citro, elle pourra protéger les terres de leur région avec l'aide du garçon. Maître Citro pourra protéger toute la capitale impériale. Son bouclier est si puissant que même Aster, qui a conquis la tour magique, ne peut pas le pénétrer. Franz regarde son poignet. Il lui semble que lui et le Citro forment un tout. Le gars dit en souriant que ce signe obéit à sa volonté. Puis Franz ajoute qu'il n'avait jamais ressenti un tel sentiment depuis les concerts. Kayla regarde son heureux frère et est convaincue qu'Aster avait raison à propos du garçon. Si Franz avait un cri, le conquérant de la tour magique posséderait facilement le fils de la famille Festus. La jeune fille se rend également compte que Franz deviendra peut-être le premier maître du Citro au siècle dernier. Un inconnu en costume noir debout à côté de Kayla demande comment ça se passe avec la fille de la famille Festus. Le visage de la jeune fille devient quelque peu sombre. Elle répond, incertaine, que les cours avec le spectacle avancent bien. Le mystérieux étranger est un représentant de la famille Alta, qui est au service de la famille Festus depuis l'Antiquité. Les représentants de cette famille sont très fiers, mais possèdent de nombreuses qualités utiles. Escrime, collecte d'informations, capacité de renseignement, etc. Kayla le sait très bien. Alors elle réfléchit à ce qu'elle doit dire à son mari pour ne pas l'éloigner de sa famille. Cependant, rien ne vient à l'esprit de la jeune fille. Elle n'a donc d'autre choix que d'accepter le fait que la famille Festus va perdre des personnes aussi douées. Kayla soupire doucement et dit au clan Alta qu'elle ne pense pas qu'elle parviendra à devenir le maître Chouet. L'entraînement de Kayla. Le bout pointu de l'épée coupe l'épaule de la jeune fille. Kayla attrape un membre blessé. L'adversaire de la jeune fille dit qu'elle a commis une erreur en exposant son épaule gauche. Kayla soupire d'exaspération, mais admet calmement son erreur et dit qu'elle réessayera. L'enseignante de la jeune fille n'est pas satisfaite de ce comportement. Cependant, elle prend silencieusement l'épée et attaque à nouveau Kayla. Cette fois-ci s'avère également un échec. La jeune fille remarque l'épée trop tard et n'a pas le temps de se défendre. Le professeur dit à haute voix à Kylie de ne pas tenir son arme à 2 mains. La jeune fille plisse les yeux et essaie de se concentrer. Cependant, rien ne fonctionne et Kayla fait encore plus d'erreurs. 2 garçons debout à proximité discutent de la formation de la jeune fille. L'un d'eux dit d'un ton ennuyeux qu'il ne comprend pas d'où Kayla a pris ses habitudes qui lui font continuer à faire des erreurs. Un autre garçon critique la façon dont la jeune fille tient l'épée. Kayla elle-même entend tout, mais elle est trop fatiguée pour discuter avec les garçons. Néanmoins, il est offensant pour la jeune fille d'entendre des critiques aussi acerbes sur ses capacités. Auparavant,
Elle n'avait pas à subir divers ridicules. Le matin, une femme de chambre entre dans la chambre de Kayla et dit qu'elle a préparé une crème nourrissante spéciale pour la dame. Mais la joie sur le visage de la servante se transforme rapidement en horreur lorsqu'elle voit Kayla échevelée et fatiguée sur le lit. Au bout d'une minute, la servante applique une petite quantité de crème sur la peau délicate du visage de la jeune fille. Mais la servante demande à la jeune fille de ne pas trop faire ses études, sinon elle s'inquiéterait pour elle. Kayla abandonne et accepte d'alléger la charge. Ensuite, la fille soutient sa tête avec sa main et demande à la femme de chambre pourquoi elle la dérange depuis le matin. Peut-être qu'elle voulait quelque chose? La servante commence à parler avec incertitude. Soudain, quelqu'un commence à frapper à la porte. La servante se demande qui a bien pu venir à une telle heure. Kayla a l'air tendue. Finalement, la porte s'ouvre et un représentant de la famille Alto entre dans la pièce. L'homme dit avec lassitude à la fille qu'un invité l'attend dans le salon. Sir Lithouse. Kayla demande avec surprise. Sir Lithouse? Elle ne s'attendait clairement pas à ce que son ex-fiancé arrive si tôt au domaine familial Festa. Kayla serre le poing, ne voulant pas du tout rencontrer cette personne. Cependant, la jeune fille demande à l'homme qui attend une réponse de la fille de la famille Festus de dire à Lithouse qu'elle se rassemblera et sortira vers lui dans une minute. Alto s'incline et quitte la pièce. La servante commence à peigner les longs cheveux noirs de Kayla et, avec pitié dans la voix, demande à la jeune fille si elle rompt vraiment les fiançailles. La fille de la famille Festa n'est pas du tout émue par la voix compatissante de la servante. Elle répond indifféremment qu'elle ne rompt pas les fiançailles, mais qu'elle les a déjà rompues. Ne voulant pas continuer sur ce sujet inconfortable, Kayla demande où est le reste de la famille. La servante, regrettant d'avoir lancé le sujet des fiançailles et gâché ainsi l'humeur de la jeune fille, dit avec incertitude que Franz, pour ainsi dire, s'est rendu au camp le matin. Mais Kayla le sait, car elle a personnellement récupéré le garçon sur la route. En pensant aux bijoux à porter, la jeune fille se souvient que son père est dans l'ordre et que sa mère est allée à l'atelier. Il semble même à Kili que Lithouse a délibérément choisi le jour où il n'y aura plus personne dans le domaine à part elle. La femme de chambre aborde à nouveau le sujet des fiançailles et demande prudemment pourquoi Kayla a refusé ce type. Après tout, Sir Lithouse est une très bonne personne. Kayla reste silencieuse. Des images terribles apparaissent dans l'imagination de la jeune fille, ce qui pourrait très bien se produire dans le monde réel si elle devenait l'épouse du fils du comte Isar. Sur ces photos, la jeune fille voit le fou Aster qui l'a brutalement tuée. Et pas seulement tuée, mais coupé son corps en morceaux et l'a donné à manger à ses chiens. Dans le même temps, Aster lui-même apparaît comme une fille vêtue d'une robe ensanglantée. Elle rit et dit que ses chiens sont bien nourris. Elle remercie ensuite Kyle Lithouse. Kayla se détourne de ses pensées, pose sa main sur celle de la servante et s'adresse à elle par son nom. La jeune fille dit « Rémi, les apparences sont parfois trompeuses. » Un salon bien éclairé. Lithouse se tient près de la porte et attend Kayla. Et maintenant, on lui dit que la fille est déjà arrivée. La porte s'ouvre. La fille de la famille Festa apparaît dans la pièce vêtue d'une belle robe bleue. La jeune fille est accompagnée de Monsieur Alto. Kayla essaie de faire un sourire sincère et tend sa main fragile dans un gant presque transparent au garçon. La jeune fille dit à Lithouse qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Le garçon est surpris par une telle hospitalité. Il se met à genoux et embrasse la main de la jeune fille. Lithouse et Kayla boivent du thé. Le gars pose une question à la fille dont il connaît très bien la réponse. « Voulez-vous rompre les fiançailles ?» Kayla, remuant le thé avec une cuillère, répond qu'elle l'a déjà fait. Le visage de Lithouse montre qu'il n'est pas satisfait du comportement de la jeune fille. Le garçon dit que cette affaire concerne deux familles, la famille Festa et la famille Isar. Par conséquent, Kayla ne peut pas prendre seule des décisions aussi graves. La jeune fille regarde son thé et ignore le garçon, qui ajoute que heureusement son père n'a pas vu la lettre de rupture des fiançailles. Ensuite, Lithouse se lève et dit qu'il fera également semblant d'entendre parler de la décision de Kayla pour la première fois. À quoi la jeune fille, portant une tasse de thé fumant à ses lèvres, dit d'un ton calme qu'elle enverra à nouveau une lettre au comte Isar. Lithouse regarde quelque part sur le côté et se rend compte qu'il est inutile de discuter avec la fille. Mais il décide d'utiliser le dernier argument. Le garçon demande si le père de Kayla est au courant de l'obsession de Kayla. La jeune fille répond avec colère que le père a non seulement accepté de rompre les fiançailles, mais a également permis à la jeune fille de choisir son propre époux. Lithouse est très surpris par une telle réponse. Il ne s'attendait pas du tout à ce que l'immuable comte Festus
dont la parole faisait toujours presque loi, cède à sa fille. Le gars serre les poings et dit à Kylie indifférente qu'il ne sait même pas comment réagir à son impolitesse. La jeune fille lève les yeux, qui tombent avec colère, sur le garçon et demande pourquoi lui, Sir Litaous, n'est pas intéressé. Pourquoi elle a décidé de rompre les fiançailles. Elle continue de lui parler. Il demande comment il est possible qu'une femme fiancée, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps, rompe les fiançailles, et il n'en connaît même pas la raison. Litaous est trempé de sueur. Ce n'est qu'après de telles paroles de la jeune fille, après un long silence, que le garçon s'enquit de la raison de la rupture des fiançailles. Kayla le regarda avec un dégoût non dissimulé. Elle expira et pensa silencieusement que Litaous avait réfléchi trop tard, mais elle se ressaisit et répondit sévèrement qu'elle n'était pas intéressée par le mariage. Au lieu de cela, il vaut mieux se concentrer sur les affaires de sa famille, le protéger. Elle quitta la pièce sans toucher à la tasse de thé que la servante lui avait apportée plus tôt. Litaous n'aimait pas la réponse de la fille. Il ne comprenait pas de quel genre d'entreprise familiale il s'agissait. Le garçon a arrêté Kayla. Il se demandait de quoi elle parlait. Après tout, il sait que Franz devrait devenir le successeur de la famille de Festa. Kayla s'est tendue et a commencé à devenir nerveuse. Elle n'aimait pas que Litaous ne pense qu'à Franz. Elle prit nerveusement la robe dans son poing. La jeune fille a répondu avec colère que Franz n'aime pas les confrontations. Et de manière générale, la vie en dortoir ne lui convient pas. Elle s'est approchée de Litaous, disant qu'il pensait vraiment que Franz, qui avait été victime d'intimidation même dans le dortoir, supporterait la vie dans l'ordre. Kayla n'arrêtait pas de dire que son frère avait quelque chose qu'il aimait. Litaous pensait silencieusement que c'était lui. La jeune fille ne s'est pas arrêtée et a parlé du fait qu'elle voulait que son frère soit libre. Mais elle n'eut pas le temps de finir comment Litaous l'interrompit. Il a répondu que l'on peut étudier les plantes et les oiseaux comme passe-temps. La conversation s'est transformée en dispute. Les yeux de Kayla brillèrent. Litaous a ajouté que si Franz devenait chevalier et emportait sa maison avec lui, cela aurait un effet positif sur la famille. Eux et Kayla devraient unir leur famille, car la maison Aizar ciblait leur famille. Il a conseillé à la jeune fille d'y réfléchir. Après tout, la maison a-t-elle besoin d'un chef qui n'est pas destiné à devenir chevalier? Kayla était abasourdie et surprise. Litaous, de son côté, a continué à parler du fait que Kyle ne faisait que priver son frère de son avenir prometteur. Litaous s'éloigna brusquement et jeta le gant de sa main. Il a invité la jeune fille surprise à tester sur lui ses propres compétences en matière d'escrime. Kayla s'abaissa au sol, jetant un coup d'œil à la main blanche de Litaous. Il a posé une condition intéressante. Si la fille le bat, ils rompront les fiançailles. Kayla a accepté et ils sont sortis. Une épée reposa contre le corps fragile de la jeune fille avec un toucher froid. Elle se tenait devant Litaous sans aucune crainte. Le garçon fut surpris par la détermination de Kayla. Elle le ramena à la raison en lui criant que s'il le suggérait lui-même, qu'il commence. Il regarda pensivement la jeune fille et répondit avec colère qu'il avait pensé à sa ressemblance avec Franz, qui n'était pas là. La jeune fille n'a pas tenu compte de ses paroles. Litaous a fixé les conditions du match. 15 minutes et si la dame le touche au moins une fois, la victoire lui appartient. La jeune fille accepta avec enthousiasme. La bataille commença. Kayla et Litaous prirent position de combat. La jeune fille avec une étincelle dans les yeux a porté les premiers coups à l'ennemi. Cependant, la main de la jeune fille se tordit et en quelques secondes son épée tomba au sol. Litaous fut écrasée et répondit qu'elle était terrible au combat. Il a dit qu'une fille du niveau de Franz, c'était comme marcher vers la lune. Mais elle leva brusquement son épée du sol et frappa Litaous. Mais le garçon, qui était un épéiste extrêmement habile, a rapidement riposté. Il leva la lame de son épée jusqu'à la gorge de Kayla, lui arracha l'arme des mains et plaça l'adversaire au sol. Il a répondu après que la jeune fille se soit levée que si le combat était réel, il l'aurait déjà tué plusieurs fois. Les compétences de base sont précieuses, mais il est important de les mettre en pratique, poursuit Litaous. La fille était trempée de sueur. C'était désagréable pour elle d'entendre ça. Mais soudain, une pensée vint à la jeune fille. Tenant l'épée dans ses mains et analysant les paroles de Litaous, elle réalisa qu'il avait raison. C'est un vrai match et elle ne peut pas profiter de ses faiblesses. Mais il existe une autre issue. Kayla se tourna résolument vers Litaous. Il reste 3 minutes avant la fin du match et elle réclame un changement d'arme. Elle prit une lourde épée des serviteurs et cria de réessayer. Malgré le fait qu'il lui était même difficile de le tenir dans ses mains, elle a exigé un duel. Litaous a répondu qu'elle ne savait même pas comment utiliser une épée
et qu'il était dangereux de prendre une telle arme. Cependant, avant qu'il ait pu terminer, Kayla avait déjà porté le premier coup. Ce déroulement des événements surprit le garçon. Il a estimé que la puissance de l'attaque avait changé et que Kayla était plus habile avec l'arme qu'elle avait elle-même récupérée. Alors, le gars a-t-il une chance? Kayla a commencé à frapper le garçon surpris. Le match était difficile. Litaous a porté des coups dévastateurs à la jeune fille, mais elle était plus habile et lui a rapidement fait tomber l'épée des mains. Elle assume désormais une position prophétique. Et avec un sourire sur son visage, mettant une lame froide sous la gorge du garçon, elle répondit que si c'était un vrai combat, alors sa tête serait à ses pieds. Elle lui tourna le dos et répondit qu'elle était reconnaissante pour les conseils de Litaous. Car il avait raison. Les bases sont importantes. Elle est partie et a répondu qu'elle n'accompagnerait pas le garçon. Une conversation tendue s'entend dans la dernière salle de la haute tour dotée d'une horloge. L'un des interlocuteurs ordonne d'envoyer un oiseau avec des nouvelles si quelque chose arrive. La mère de Kyle et Franza se met à crier. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas le droit d'envoyer des gardes à l'Académie Kratier avec sa fille, car, selon elle, il y a tellement de monstres là-bas. Au lieu de cela, Kayla, qui intervient dans la conversation, est déjà sereine et complètement calme. Dans une délicate robe rose et le même chapeau, elle assure à sa mère que tout ira bien. Franz en est également sûr. Il dit que sa sœur vaincra n'importe quel monstre. Et avant même, les sorciers de Kratier défendent les frontières. Mais Franz contacte également Kayla. Il dit que si elle a des problèmes et que c'est difficile pour elle, il est prêt à l'aider et à la remplacer à tout moment. Il affirme qu'il maîtrise déjà parfaitement le citro et qu'il ne peut tout simplement pas le surmonter maintenant. Kayla rayonne de calme et de fierté pour son propre frère. La jeune fille se tourne vers lui et lui demande de ne pas s'inquiéter. Le sourire aux lèvres, elle dit que son retour serait une terrible honte. Elle promet qu'elle rentrera définitivement chez elle en tant que chevalier, grâce à lui et à leur famille. Le père intervient dans leur conversation. Les deux enfants tournent la tête vers lui. Il dit que Kylie doit déjà y aller. Ce à quoi la fille est d'accord et va y aller. Kayla n'a pas oublié de demander à sa mère s'il y avait quelque chose. Y a-t-il une attestation pour le transfert, un billet de train? La jeune fille acquiesce affirmativement. Le père n'est toujours pas sûr de la justesse de sa propre décision. Il doute que tout s'arrangera pour Kayla. Ses yeux sont baissés. Il est tendu et anxieux. Le père, entouré de sa femme et de son fils, demande à sa fille de se protéger et, si nécessaire, d'envoyer un oiseau, pour lui rendre compte des dernières nouvelles et des événements importants. Le père embrasse sa fille. Elle est un peu alarmée et bouleversée et ne montre pas ses propres émotions. Elle lève ses yeux bleus clairs, salue sa famille avec un sourire et continue son chemin. La voix de l'annonceur peut être entendue sur la plateforme. Les passagers du train magique sont priés de se rendre à leur voiture et de prendre place. L'annonceur répète ce qui a déjà été dit. Les gens s'affairent sur le quai. Kayla regarde des deux côtés. Elle s'arrête au quai 8 à la recherche du bon train. Demande aux gens si c'est la plateforme dont elle a besoin. Mais soudain, il entend quelqu'un s'écrier « Lady Estelle ». Elle s'approche d'un endroit où de nombreuses personnes se sont rassemblées. Ils entourèrent la jeune fille, visiblement malade. Kayla était intéressée par ce qui se passait. Elle regarda comment on s'adressait à la jeune fille. Ils lui ont demandé si elle pouvait y aller, comment elle se sentait et ce qui lui faisait mal. Les gens demandaient si la jeune fille était parfois muette. Kayla restait debout comme ça. Elle regardait toujours les événements, ne comprenant pas ce qui se passait. Il y avait de nombreuses servantes près d'Astelle. Force est de constater que cette dame n'est pas une simple aristocrate. Elle regardait directement Kayla avec des yeux roses sous le capot, lui causant des sentiments désagréables. Kayla, voyant le visage d'Astelle, fut extrêmement surprise. Après tout, la dame était incroyablement belle et Kayla se demandait comment une telle chose existait en réalité. Elle était une fée ou une sorcière, mais en aucun cas une humaine. Cependant, Kayla se ressaisit rapidement et réalisa qu'elle regardait trop la fille. Cependant, elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait et comment il était possible d'être si belle. De plus, tenant la valise à la main, Kayla ne comprenait pas pourquoi le visage de la jeune fille lui était familier, si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Tout cela déprimait la fille, elle ne comprenait rien. Kayla a entendu le cri d'un enfant interrogeant sa mère sur le train magique. Le garçon s'est inquiété du fait qu'il voulait aussi le monter. Kayla pouvait entendre la foule applaudir alors qu'elle reculait. Un train magique approchait, les gens étaient ravis et rêvaient d'être dedans. Kayla se couvrit les yeux avec sa main contre la lumière vive. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Soudain,
un train est apparu de nulle part. Une vive lumière bleue l'éclaira, il s'approcha lentement de la plateforme. Cependant, une silhouette vêtue d'un manteau noir grimpa sur l'une des voitures. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Ici, la silhouette commença à se rapprocher. Un manteau rouge était visible dont les bords pendaient au train. Un terrible bruit d'impact a été entendu, tout s'est arrêté autour, mais au bout d'un moment, les gens ont commencé à crier. Les gens paniqués criaient qu'un démon sanglant s'abattait sur eux. Ceux qui purent se sauver, tout le monde comprit que des esprits maléfiques attaquèrent le train. Il y avait un chaos complet autour. Des cris humains frénétiques de peur et de douleur pouvaient être entendus. Le toit a commencé à se briser avec fracas. Les gens ne comprenaient pas où le mettre, comment se sauver et ce qui se passait en général et comment cela était possible. La voix d'un annonceur s'est fait entendre, demandant aux passagers de ne pas paniquer et de rentrer à l'intérieur de la gare. Kayla se levait et regardait tout. Le bruit la rendait nerveuse et c'était clairement visible sur son corps. Un œil tressauta par réflexe, mais elle essaya quand même de se ressaisir, de rester calme et d'avancer dans la direction indiquée par l'annonceur. Le gardien du commissariat a crié aux gens de rentrer. Le chaos régnait partout. La pièce était engloutie par une fumée noire. Mais tout d'un coup, tout s'est arrêté, c'est devenu calme. Les gens sont complètement confus. Quelqu'un a crié depuis le hall qu'il y avait un mort sur le quai. Le démon sanglant, anticipant des événements amusants et la satisfaction de son propre appétit, sortit sa langue violette et redevint actif, tout brûlant. Trop soudainement, tout a commencé à retomber sur les gens. Ils ont crié et essayé de courir pour se sauver, mais il était trop tard. Un homme, debout derrière, a senti un contact froid sur son propre corps. Il réalisa ce qui s'était passé, mais il n'eut même pas le temps de crier à l'aide, car le foutu démon l'avait déjà maîtrisé. L'homme gisait mort dans les bras de l'impur. Il lui appartenait. Kayla ne comprenait pas ce qui se passait. Elle se tenait debout et regardait tout, comprenait qu'elle devait aussi courir, mais son corps ne l'écoutait pas. Soudain, la jeune fille vit devant elle la même fille incroyablement belle qui était malade sur le quai. Mais il n'y avait pas de serviteur près d'elle. À la place de la fumée blanche s'échappait, elle portait une belle robe en dentelle bleue, la bouche fermée, et se tenait juste là. Le démon ne s'est pas arrêté et a continué à faire des ravages. Il a fait encore plus de dégâts, de plus en plus de victimes, les gens ne croyaient pas en leur propre salut. Kayla, voyant la balance, se contrôla rapidement et lui toucha la main. Elle dit « Chouette !» et immédiatement devant elle, une épée de chevalier apparut devant elle, éclairée par une flamme bleue. Elle l'attrapa rapidement d'une main. Astel couvrit ses yeux de la lumière vive. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé et ce que Kyle faisait. Cependant, à un moment donné, un démon commença à s'approcher d'elle, sa cape rouge flottant au vent, portant une odeur de mort. Astel s'est couvert les mains et a commencé à crier. Elle ne croyait pas que tout puisse se terminer si vite, mais au dernier moment, une fille fragile est apparue devant le redoutable démon, illuminée par une lumière bleue, Kayla. Sans aucune crainte, elle a commencé à infliger des coups dévastateurs à l'ennemi, oubliant sa propre inaptitude à utiliser une épée. Celui-ci était le sien. Il faisait partie de la famille et obéissait à sa volonté. Kayla a recouvert la malheureuse Astel de son propre corps. Elle s'est battue pour elle et pour toutes les personnes présentes à la station. Leur vie ne dépendait que d'elle. Elle devait sauver toutes les personnes présentes ici, car maintenant elle est chevalier et c'est son devoir. Kayla, avec un regard furieux, formulait silencieusement un plan d'action. Elle comprit qu'elle devait détruire le démon avant qu'il ne fasse encore plus de mal. Elle doit le tuer d'un seul coup. L'endroit le plus faible est le cou. Vous ne pouvez donc pas vous tromper. Soudain, de manière inattendue, même pour un démon, la jeune fille sauta très haut. Et malgré sa propre fragilité, devant le redoutable démon, elle leva rapidement son épée et la balança haut et brusquement. Un large jet de sang noir jaillit du cou du démon. Avec un cri, il commença à servir, et son corps rouge fut inondé de sang noir, formant un mélange infernal. Cependant, ce mélange n'a plus survécu. Kayla couvrit son visage du flux furieux de sang. Sa robe commençait à se détériorer. Elle était tachée de sang de démon et se déchirait toute seule. La jeune fille réalisa que ce sang n'était pas du tout ordinaire. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. Astel, qui avait déjà réussi à se relever et à se contrôler, se couvrit la bouche avec sa main. Elle a compris que c'était absolument dangereux ici et qu'elle devait partir d'ici immédiatement. Kayla interrompit les pensées d'Astel en lui demandant si elle pouvait bouger. La jeune fille était surprise et effrayée.
Ses yeux étaient ronds. Elle ne savait pas comment se comporter dans une telle situation. Kayla attendait toujours une réponse à ce moment-là. Mais ne l'ayant jamais reçue, elle a pris la situation en main. Elle prit rapidement Astel par la taille, qui ne parvenait pas à reprendre ses esprits. Elle a demandé pardon et a commencé à aider la fille à bouger. L'épée toujours en main, elle prit dans ses bras la frêle et effrayée Astel. Elle a prévenu que cela pourrait être un peu inconfortable, mais il faut être patient pendant un moment. Astel a fait confiance à son sauveur et l'a serré par le cou. Kayla était catégorique sur le fait qu'elle emmènerait Astel en lieu sûr et qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Les deux se détachèrent du sol et remontèrent grâce à la force du chevalier. Astel ne comprenait pas bien ce qui se passait. Elle regardait son sauveur avec admiration, ses yeux roses écarquillés d'incompréhension, de peur, mais d'une gratitude indescriptible envers Kayla. Elle se déplaçait avec audace, regardant uniquement devant elle, avec l'intention de secourir. Les deux filles, éclairées par une lueur bleue, atterrirent au sol. Un démon les attendait à nouveau en bas. Astel atterrit trop fort et se blessa à la jambe. La jeune fille est tombée douloureusement. Son assistant a commencé à s'agiter à côté d'elle. Il s'est inquiété pour elle et a dit qu'il devait se rendre immédiatement au refuge. Mais Astel ne l'entendait pas. Elle pensait à son propre sauveur. En la regardant par derrière, Astel prononça silencieusement le nom du chevalier. Kayla. Fête de Kayla. Kayla pensait à quelque chose de complètement différent. Le démon s'approcha à nouveau d'elle et elle repoussa courageusement les coups. La jeune fille tenait habilement une épée à la main, infligeant des coups dévastateurs à l'ennemi. Mais la défaite n'était pas incluse dans ses plans. La jeune fille s'est rendue compte qu'il était inutile de percer le démon, car cela ne le tue pas. Elle a besoin d'une épée en bois, le seul moyen de vaincre le mal. Soudain, tout a radicalement changé. La station était remplie de lumière rouge et bleu-jaune. Une lutte sanglante entre les deux forces du bien et du mal s'est poursuivie. Kayla regarda rapidement sa propre main et prononça les mots. Soudain, l'épée en bois désirée et nécessaire est apparue devant la jeune fille. Elle était heureuse d'avoir réussi et a recommencé à attaquer. Mais maintenant la victoire était définitivement de son côté. Le démon se figea. Il était sous le choc. Il était émerveillé par la force de la jeune fille et semblait comprendre que sa défaite arrivait. La jeune fille frappa sévèrement du pied, et avec un regard meurtrier, commença à infliger un autre coup à l'ennemi. Elle a sauté brusquement, ce qui a égalisé les positions de combat. Mais elle grimpa rapidement et commença à attaquer le démon d'en haut, le surprenant encore plus et le mettant en colère en même temps. Kayla a décroché le premier coup de poing. Douloureusement et soudainement, elle frappa le démon au genou, essayant de le faire tomber. Ensuite, elle attrapa la fourrure du démon de sang avec sa main et commença à tirer de toutes ses forces pour finalement obtenir la victoire souhaitée. Le démon devint encore plus fou. Kayla croisa son regard. Ses yeux bleus vifs brillaient de passion et de haine pour les impurs. Les gens qui regardèrent la bataille transpiraient. Ils croyaient en Kayla, mais la peur les empêchait de penser ou de faire quoi que ce soit. Des cris retentirent dans la salle disant que Kayla était en train de poignarder le démon. Et c'était vrai. La jeune fille continuait de frapper le démon. Elle lui transperça le corps avec une épée en bois. Ils ont recommencé à crier à la gare. Quelqu'un a appelé les gardes à occuper leur propre place et à évacuer les gens. Les gens ne comprenaient toujours pas ce qui se passait. Un garçon aux yeux émeraude vêtu d'une robe blanche et bleue est apparu au centre des événements. Il a donné l'ordre de s'aligner et de tirer après ses paroles respectives. Kayla a continué son combat contre le démon. Elle lui transperça le corps et lui infligea des coups terribles. Soudain, elle entendit une exclamation surprise. « Kayla Fest !» Le démon se couvrit de ses mains, du sang coulant de lui. Le chevalier laissa rapidement derrière lui le démon, qui se tordait de douleur. Elle s'avança, sa robe ensanglantée flottant au vent. Le démon mourait lentement. Les gens, reprenant leurs esprits, commencèrent à se demander comment une fille aussi fragile avait vaincu le démon elle-même. Ils voulurent savoir de quelle maison elle venait. À ce moment-là, le visage du garçon était couvert de sueur. Les gens n'arrêtèrent pas de parler. Quelqu'un dans la foule avait déjà appris que c'était grâce au spectacle de la maison Festus et continuait de s'interroger. Astel se frayait un chemin à travers la foule, poussant les gens. Soudain, elle s'arrêta. La capuche retomba pour révéler ses cheveux roses clairs. Soudain, quelqu'un la toucha et la serra doucement dans ses bras. Le garçon a demandé à Astel d'être plus prudent à l'avenir. Il s'intéressait à son bien-être. À ce moment-là, elle dirigea ses yeux roses, comme ses cheveux, vers Kayla.
parce qu'elle l'avait sauvée et était gentille avec elle. Ce qui surprit Astel. Kayla était entourée d'une foule à ce moment-là. Tout le monde a exprimé son admiration et ses remerciements à la jeune fille. Elle remercia maladroitement tout le monde, sans s'éloigner de tout ce qui s'était passé. Astel s'éloignait avec le garçon quand Kayla se souvint de qui il s'agissait. Aster Lishi Elbach, la jeune fille était possédée par une colère incroyable. Au centre des événements se trouvent les pensées du personnage. Il est représenté sur un fond noir orné de roses blanches et raconte sa propre histoire. Toute sa vie, il s'est imaginé comme une fille et a porté des vêtements de femme. En fait, il est représenté dans une robe avec de la dentelle, des talons aux pieds et un ours en peluche dans les mains. Il aimait les peluches, services à thé, vaisselle jouet. Tout ce avec quoi les filles jouaient, il l'aimait, c'était le sien. Avant de s'endormir, il lisait des contes de fées sur une princesse emmurée dans une tour et son sauvetage héroïque par un beau prince. À ces moments-là, il était allongé sur le sol dans une robe luxuriante et rejetait ses jambes en arrière, comme les filles aiment souvent le faire. En imaginant la princesse dans la tour, il comprit que leur destin était similaire. Mais quand son prince, son chevalier, apparaît, une fois il pensa même que son prince était Litaus. Oh, beau Litaus, il a décidé de devenir sa femme, porter une robe assortie à la couleur de ses cheveux rose clair, et le bouquet de la mariée sera composé de belles fleurs de lavande. Cependant, Litaus détruisit rapidement les rêves d'Astel. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre que lui. C'était une injustice totale. Et même si Astel se tenait en face de Litaus dans une robe, des talons et un nœud noué sur la tête, il restait toujours un garçon. Et à cause de cela, il est impossible pour Litaus et Astel de se marier. Pour lui, ces mots étaient trop douloureux, car il ne s'est jamais considéré comme un garçon. Litaus entra à l'académie. Debout dans une robe élégante, Astel écouta ses paroles. Il regarda par la fenêtre et pensa qu'il ne pourrait plus se voir souvent maintenant. Il s'est exclamé qu'il irait aussi à l'académie. Après tout, il peut suivre des cours avec Litaus. De tels mots fatiguèrent Litaus. Il expira et demanda à Astel de se calmer. Cependant, il n'a pas aimé un tel appel dans sa direction. Il a crié de ne pas l'appeler ainsi, parce qu'il était Aster. Litaus ne s'y opposa pas et répéta tout ce qu'il avait déjà dit, mais prononcer le nom d'Aster calma son frère. Cependant, Litaus a parlé de ceux qu'Aster n'aimait pas. Elle ne peut pas sortir, du moins pas encore. Le gars qui pensait qu'il était une fille a commencé à se mettre en colère. Il a crié quand il pourrait enfin sortir et combien de temps il lui faudrait cacher ses cheveux et faire semblant d'être une fille. Litaus essaya de calmer son frère. Il l'informa que bientôt l'empereur lui rendrait visite. Aster serra les poings. Litaus demanda à Aster de se calmer, convaincue que l'empereur ne pouvait pas l'oublier. Elle a crié que l'impératrice avait tué leur mère et tout cela était absurde. De tels propos mettent Litaus dans une position délicate. Il était surpris, il se sentait malade. Cependant, il s'est rapidement ressaisi et a déclaré que sa mère était décédée des suites d'une maladie. Litaus commença à avoir mal à la tête. Il essaya de mettre fin à la conversation, affirmant à nouveau qu'Aster ne pouvait pas sortir. Sa Majesté Lishi a caché toute sa vie qu'il était le dernier descendant du roi des esprits. Aster n'a toujours pas compris, car le royaume des esprits est tombé depuis longtemps et il n'y a rien à craindre. Cependant, Litaus avait également une réponse à cette question. Le pouvoir d'Aster qu'elle a reçu du roi des esprits effraie sa majesté et tout son entourage, elle doit le comprendre. Un jour, elle pourra vivre sous son vrai nom Aster. Mais jusqu'à présent, on lui a attribué 2 personnalités pour une bonne raison. C'est juste et nécessaire. En attendant, elle doit vivre sous le nom d'Astel Aizar, jusqu'à ce qu'elle devienne si forte que personne ne puisse lui faire de mal. Litaus la serra tendrement dans ses bras. Cependant, Aster n'arrivait toujours pas à se calmer. Elle en a assez de la solitude et du monde laissé à la vie, qui est trop petit. En regardant par la fenêtre, elle dit que le monde de Litaus devenait de plus en plus grand. Cela l'inquiétait. Ce n'est pas juste, elle est toute seule et ça la bouleverse. La jeune fille baissa la tête. Elle était extrêmement triste. De plus, le bruit du chemin de fer est au centre des événements. Le train est arrivé et des filles en uniforme vert en sont descendues. Ils virent la jeune fille et commencèrent à se chuchoter. « C'est quelque chose d'extraordinaire », disent-ils. Kayla est descendue du train. Elle examina l'endroit où elle était arrivée. D'autres en ont parlé. Quelqu'un enviait et quelqu'un admirait. Les filles se taisaient. Ils bavardèrent sur l'expulsion de Franz et de sa sœur. Tout leur était intéressant. Kayla a été rapidement accueillie par une agente de sécurité. Elle indiqua la direction de Kylie Surprise,
la conduisit à sa destination. Tandis qu'il s'éloignait, tout le monde continuait à parler de Kayla. Ils se sont également souvenus des événements récents concernant la victoire de la jeune fille sur le démon. Un agent de sécurité a conduit Kayla jusqu'à sa chambre. Ils ont été accueillis dans des pièces lumineuses par la voisine de Kayla, Philia. Jolie fille aux yeux marrons et aux cheveux bruns. La porte derrière le garde s'est fermée. Kayla commença à regarder autour de sa nouvelle chambre, pensant aux événements récents. Dans la chambre, il y avait un lit à 2 étages recouvert de couvre-lit turquoise. Un vase et des meubles marrons ajoutèrent du confort, confortable et atmosphérique. Philia interrompit les pensées de Kayla. Ils ont fait connaissance, ce qui était attendu depuis longtemps. Philia regarda Kayla avec émerveillement. Elle a dit qu'elle n'était pas une grande aristocrate et que Kayla pouvait s'adresser à elle de manière amicale. Philia a été surprise, car pour la première fois, quelqu'un de la dame l'a qualifiée d'amie. Kylie aimait la modeste et douce Philia. Elle sourit avec satisfaction. Kayla, enveloppée dans une serviette et les cheveux en queue de cheval, marcha dans le couloir avec Philia. Les filles allèrent se baigner. Philia a demandé quelles étaient les impressions de la nouvelle voisine et a été surprise qu'elle ait accepté de se baigner dans le bain commun. Les filles sont entrées dans les bains. Kayla trempa son pied dans l'eau tiède. Elle y entra de tout son corps, ressentant la détente désirée. Philia resta sur le carrelage. Elle s'accroupit à côté de la baignoire. Kayla a demandé pourquoi elle ne s'était pas lavée. La fille a répondu qu'elle l'avait déjà fait. Elle a également déclaré qu'elle était venue avec son nouveau voisin parce qu'elle craignait de ne pas s'ennuyer. Kayla regarda sa nouvelle amie avec gratitude. Soudain, les yeux de Philia brillèrent. Elle voulait poser à Kylie une question qui la tracassait depuis longtemps. Kayla a bien sûr l'a autorisée. Les paroles de son amie lui parvinrent, mais elle a demandé si Sir Litaous était réellement le fiancé de Kayla. La jeune fille fut surprise. Elle répondit sans aucune émotion qu'elle et Litaous avaient déjà rompu leurs fiançailles. Philia était surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Kayla a continué à se faire dorloter dans le bain. Philia n'arrêtait pas de poser des questions sur la rupture des fiançailles, ce à quoi Kayla répondit que cela était dû à des questions familiales et qu'ils ne s'entendèrent pas en général. Kayla s'est tournée vers Philia et lui a demandé ce qui l'intéressait. Connaissait-elle l'étudiant de 3e année de la famille Dmirov? Pensa Philia. Elle a rencontré une telle fille plusieurs fois, mais elle ne se souvient pas de tout. Kayla attendit une réponse. Philia a demandé pourquoi Kyle était intéressé, si elle connaissait la fille dont elle parlait. Mais elle a répondu qu'ils étaient un peu familiers. Kayla avait déjà vu cette fille de près, extrêmement belle. Elle a imaginé son image, cheveux fragiles et roses, très parfaits. C'était toujours confortable avec elle. Elle reçoit des tonnes de lettres d'amour, mais elle a un fiancé et elles sont toutes rejetées. Incroyable. Kayla pensait qu'il serait préférable pour Marianne de mettre fin au mariage, ce qui n'est pas souhaitable pour tout le monde. Philia a demandé si Kalia savait qui était le fiancé de la belle-fille. Kayla a répondu que c'était son frère. Philia fut surprise par une telle réponse. Kayla la regarda avec intérêt. Philia a répondu qu'elle n'avait même pas imaginé une telle chose. Kayla pensait au fait qu'elles allaient dans la même académie et faisait semblant de ne pas se connaître. C'était étrange. La succursale a répondu avec un sourire ironique que c'était leur affaire. Ne bavardez pas, et il n'y a aucun désir du tout. Kayla regarda dans ses yeux marron clair et accepta. Elle aimait de plus en plus son nouvel ami. Les filles décidèrent qu'il était temps de retourner dans la chambre, car il était déjà tard. Le lendemain, Kayla partit s'entraîner. Elle était curieuse de voir les classes de chevaliers et laquelle serait pour elle. Elle, vêtue de l'uniforme vert de l'académie, se tenait devant le directeur. Kylie a parlé du processus éducatif et expliqué les matières choisies, comptabilité et gestion. La jeune fille pensait silencieusement que c'était difficile pour elle. Elle a souri, parce qu'elle a tout compris, parce qu'elle veut obtenir son diplôme de l'académie le plus tôt possible. Le directeur a gentiment continué. Elle a dit que les matières de base sont enseignées dans la classe de Kayla. La jeune fille étudiera dans la salle de classe où le directeur va désormais l'emmener. Elle a également noté que, selon les règles, il faut marcher gracieusement dans le couloir, comme une vraie dame. Kayla a répondu avec un sourire qu'elle était au courant. Le réalisateur aimait la fille. Elle pensait même qu'elle souriait avec grâce, cela l'a surpris agréablement. Kayla entra dans l'auditorium, où elle fut déjà accueillie par ses nouveaux camarades de classe. Ils ont discuté de la fille. Le directeur a demandé de saluer le nouvel étudiant par des applaudissements. Dans le public, seule Philia rayonnait d'affection et d'admiration pour Kayla. Kayla a souri et a répondu qu'elle était heureuse de rencontrer ses nouveaux camarades de classe.
Cependant, j'ai déjà compris que la situation ici n'est en aucun cas la meilleure. La directrice désigna un siège vide pour Kayla. Elle s'y est rendue après avoir exprimé au préalable des mots de remerciement. Kayla voulait dire bonjour à Philia, mais elle n'eut même pas le temps de prononcer son nom, alors qu'elle se tourna vers la jeune fille et lui fit signe de se taire. Kayla a été surprise par le comportement de sa nouvelle amie. Elle a vu comment les filles, dont Philia, se sont rassemblées à une table et ont discuté de quelque chose. Soudain, ils s'approchèrent rapidement d'elle. Une fille blonde aux yeux émeraudes lui tendit la main pour présenter Kayla. Derrière elle se tenaient deux autres filles. Il s'agissait de Lady Schuleman, membre de la famille impériale. Cela a surpris Kayla. Elle tendit la main à la jeune fille et lui prononça des paroles d'honneur. Les filles ont appris à se connaître et se sont mutuellement admirées. Lady Schuleman a gentiment assuré à Kayla qu'elle l'aiderait pour toutes ses questions à l'académie. Philia courut vers la dame avec les livres. Cependant, l'une des filles qui se trouvait à côté de Lady Schulen l'a réprimandée. Après tout, elle était occupée et elle se tourne vers elle. Lady Schulen a traité Philia sans vergogne et lui a dit qu'elle lui parlerait plus tard. Après tout, elle était en ce moment occupée à parler avec Lady Kayla. Philia a demandé pardon avec peur. Elle avait peur et honte. La sueur couvrait son visage. Kayla fut surprise par le comportement de Schulen. Elle se tourna vers Philia. Avec un sourire et un scintillement dans les yeux, Schulen a invité Kayla à visiter leur salon. Kayla a demandé avec surprise ce qu'elle voulait dire. Schulen a répondu fièrement qu'elle avait un club pour filles, qui ne comprenait que des aristocrates. Il existe de tels clubs dans chaque dortoir, l'un pour les femmes, l'autre respectivement pour les hommes. Chacune possède son propre drapeau, rouge et violet. Pour y arriver, il faut avoir une origine aristocratique, des liens avec la famille impériale et de bonnes notes. C'est un club réservé aux élus. À cette époque, Kayla pensait que c'était strict, car seuls les meilleurs pouvaient entrer dans ces clubs. Elle était de plus en plus surprise par les règles de l'académie. Cependant, Schulen a continué en disant que Kayla appartient à la famille Fest, et c'est pourquoi elle a accès au club. Elle aura une chance de passer la sélection. Elle tendit la main en signe de reconnaissance de l'accord de la jeune fille. Kayla s'inclina devant Lady Schulen. Elle a dit qu'elle penserait à proposer à la fille. Cependant, Schulen n'était pas satisfait d'une telle réponse. Elle a répondu, mécontente, à Kayla qu'il n'y avait rien à penser. Kayla restera impassible. Schulen a fait une remarque à Kayla, disant avec colère qu'elle devrait comprendre que son invitation au club est déjà un grand honneur qui doit être respecté. Kayla pensait qu'elle s'en fichait du tout. Cependant, elle n'a pas montré ses propres émotions. Au lieu de cela, elle a dit calmement qu'elle avait maintenant de nombreux problèmes familiaux qu'elle devait résoudre. Schulen, non sans humiliation et sarcasme, demanda si c'était parfois à cause de Franz. Kyle n'a pas été touchée par ces paroles. Elle a souri calmement à l'interlocuteur quelque peu en colère. Schulen a décidé de ne pas provoquer de conflit, mais a néanmoins déclaré que les problèmes familiaux sont vraiment très importants. Elle comprend cela. Les filles se tenaient au milieu de la classe et semblaient terminer leur conversation. Lady Schulen tourna le dos à Kayla et était sur le point de partir. En guise d'adieu, elle a dit qu'elle s'attendrait à une réponse de Kayla. Elle est restée debout au milieu du public. Elle s'occupait des filles avec qui elle avait récemment parlé et analysait tout ce qui venait de se passer. Plus tard, la vie de l'académie apparaît au centre des événements. Les filles présentes dans le public ont discuté de leurs propres problèmes. Quelqu'un s'est plaint d'avoir pris du poids. Une autre fille a demandé à Kayla de radier. Elle n'aimait visiblement pas tout cela et était dégoûtée. Quelqu'un entra tranquillement dans la pièce ensoleillée. La porte s'ouvrit en grinçant. Philia, bouleversée, se tenait à la porte. Mais une conversation difficile l'attendait. Kayla s'est assise sur le rebord de la fenêtre et a demandé à sa voisine pourquoi elle prétendait aujourd'hui qu'elle ne se connaissait pas. Philia ne savait pas quoi dire. Elle n'a pas pu relier les phrases pendant longtemps. Mais elle a quand même dit que c'était pour le bien de Kayla. Elle a été indignée par une telle réponse, car elle n'est amie qu'avec Philia à l'académie, et elle agit ainsi. Ce n'est pas très gentil de sa part. Kayla a très bien joué le rôle d'être seule et blessée. Philia a commencé à se ronger les ongles, à s'inquiéter pour Kayla et à se réprimander pour son comportement étrange et inapproprié. Cependant, Kayla a rapidement rassuré la malheureuse Philia. Elle commença à expliquer son propre comportement. Il s'avère que la jeune fille ne pouvait pas parler à Kayla, car elle s'inquiétait de sa réputation et de ce que les aristocrates pourraient penser d'elle. Kyle fut surpris par ces mots. Elle s'est exclamée que c'était absurde et ne comprenait pas que son amie ait de telles pensées, car la différence de statut n'a pas d'importance. Ce qui suit concerne Lady Léodra.
Ou plutôt des rumeurs à son sujet circulent dans toute l'académie. On dit qu'elle ne supporte pas une salle à manger commune, qu'elle ne parle pas aux gens ordinaires et qu'elle ne va pas au bain commun. Le dialogue de Kayla avec Philia s'est poursuivi. Kayla remettait toujours en question les actions de son voisin et la nature de ses pensées. Philia, baissant la tête, répondit qu'il valait mieux ne pas violer les règles établies à l'académie et ne pas aller à l'encontre de la volonté des nobles dames. La dernière fois, lorsque la dame a commencé à se lier d'amitié avec Philia, elle a été victime d'intimidation. Lady Iris était détestée et maltraitée. Cependant, Lady Léodra commença même à s'immiscer dans les affaires du père d'Esther. Elle a ruiné la vie de toute leur famille. Kayla se disait qu'elle était un véritable tyran. Mécontente, Kayla répondit à Philia que c'était absurde d'appeler chaque aristocrate une dame. Elle était agacée par les règles de l'académie et l'inégalité entre les gens. Elle demanda sarcastiquement si elle était la servante de Lady Philia, si elle était si fière et si effrayée d'elle. Philia baissa maladroitement les yeux et demanda à nouveau pardon à Kayla. Mais elle fut surprise par le comportement de son amie. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui demandait pardon si longtemps. Elle a dit que Philia n'avait aucune raison de s'inquiéter pour elle. Elle est issue d'une famille de chevaliers et ils n'ont aucune raison de se disputer avec Suleiman. Elle a également ajouté que personne ne couvrirait certainement ses affaires. Philia était heureuse d'entendre de tels mots. Ses yeux s'illuminèrent et l'espoir apparut. Mais elle a tout de même prévenu que s'il commençait à intimider Kayla, ce serait un gros problème. Elle sourit et assura Philia inquiète que tout irait bien pour elle et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Elle regarda dans les yeux marrons de Philia et dit qu'elle voulait être amie avec elle. Et elle sera très contrariée si elle l'ignore. Philia était extrêmement heureuse. Elle a dit qu'elle était très heureuse d'entendre cela et qu'elle essaierait de toutes ses forces de maintenir l'amitié entre eux. Elle a commencé à parler à Keely de ses propres sentiments. Elle a parlé de ce qui se passe lorsqu'elle voit une femme. Pas elle, Léodra. Le corps semble engourdi. Elle ne peut rien faire ni dire. La peur est trop forte. Le centre de l'histoire se déplace vers Lithouse. Il ramassa quelques papiers sur la table et étudia curieusement leur contenu. C'était un journal avec un article en première page sur l'attaque démoniaque de la gare et l'acte héroïque de Kayla. La photo montre comment le malin inflige les derniers coups dévastateurs. Aster était assis par terre. Elle coupa le journal avec colère. Lithouse s'enquit de la nature de ses actes, ce à quoi elle répondit qu'elle supprimait des articles du journal. Elle était excitée et en colère, mais elle se ressaisit rapidement et demanda en souriant si elle était la jeune fille représentée dans le combat avec le démon qui avait tué son frère. Lithouse ne répondit rien. Au lieu de cela, il a demandé pourquoi Aster collectait des photos de Kayla. Mais elle répondit que c'était à cause de son incrédulité. Elle l'admirait. Lithouse en fut surpris. Il ne comprenait pas la logique de sa sœur. Et elle ne le comprenait pas. Ne comprenait pas comment de si belles photos pouvaient être jetées. La jeune fille, poursuivant l'affaire, a déclaré que grâce à elle, elle n'avait pas besoin d'utiliser le pouvoir des esprits et que personne ne la connaissait jusqu'à présent. En conséquence, il n'y avait pas de problème terrible. Et c'est pourquoi elle admirait Kayla. Parce qu'elle l'avait sauvée. Lithouse croisa les bras et répondit pensivement qu'elle était désormais la première fan de Kayla. Cela avait l'air un peu drôle. La jeune fille a continué à parler du caractère incroyable de Kayla. J'ai interrogé mon frère sur Chouette et Citro. Et elle n'était pas du tout inquiète qu'il n'écoute pas du tout. Mais la jeune fille se souvint soudain que son frère ne devrait pas être là. Elle lui a demandé quand il irait à l'académie. Il a répondu que ceux qui ont reçu le statut de chevalier peuvent voyager sans obstacle. La jeune fille était heureuse et se souvenait des moments où elle appelait son frère à l'académie avec des menaces. La question s'est posée de savoir pourquoi il est ici. Il a répondu qu'à cause des recherches de ses frères. Lithouse baissa ses yeux verts. Aster a appris que tant qu'il était avec elle, elle n'était pas autorisée à sortir. Des gardes étaient placés autour. Elle ne semblait pas l'entendre, en regardant la photo de l'incroyable Kayla. Mais elle a rompu avec son travail et a déclaré que la station était également sous protection. Et cela n'a donné aucun résultat. Elle a demandé si elle savait ce qui était mélangé à l'eau qu'elle avait bu à la gare. Lithouse se tendit. La sueur coulait sur son visage. Mais il répondit que c'était une drogue qui vidait le mage de ses forces. Autrement dit, l'attaque a été organisée. Aster a continué à découper la photo. Lithouse a déclaré que les archives contiennent des informations sur l'achat de la drogue et que l'auteur des événements sera bientôt retrouvé. En fait, la drogue a été achetée par Ted Wisen, qui gardait Aster ce jour-là. Elle continuait à regarder la photo, mais tendue. Elle dit avec sarcasme que le toit de l'impératrice avait disparu.
Il était impossible de libérer ce foutu démon. Litaous s'inquiétait pour sa sœur. Il a noté que le successeur sera bientôt choisi et qu'ils voudront se débarrasser d'elle. La jeune fille a répondu en riant qu'il y avait une logique là-dedans, car elle n'était pas une enfant du pays. Litaous ne la laissa pas finir. Il a souligné qu'elle était une descendante du roi des esprits et c'est tout. Cependant, les pensées d'Aster concernaient tout autre chose. Ses yeux s'illuminèrent. Elle dit qu'elle rêvait de rencontrer Kayla Fest. Litaous fut surpris et demanda pourquoi sa sœur rencontrait Kayla. Et c'est encore impossible, car ils ont rompu leur fiançailles et leur relation est loin d'être la meilleure. La jeune fille était d'accord avec les paroles de son frère, mais elle s'intéressait à autre chose. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait lorsqu'elle rencontrerait Kayla. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Une pensée vint à la jeune fille. Tout d'abord, elle nourrira Kayla, puis boira son propre thé signature. Joyful Aster s'est exclamé qu'après cela, elle parlerait longtemps à son sauveur. Elle avait déjà imaginé cette scène. Comment elle va s'asseoir à la même table avec Kayla? Comment se déroulera leur réunion et quels sujets ils aborderont? Litaous ne comprenait toujours pas à quoi servait Aster. Cependant, elle a réitéré qu'elle voulait simplement voir Kayla et lui parler. Découvrir quel genre de personne elle est, n'est-ce pas interdit? Litaous fut surpris. Il répondit que non. Mais avant qu'il ait pu finir, Aster se leva brusquement et les ciseaux qu'elle tenait tombèrent bruyamment sur le sol. Litaous se souvenait de l'image de Kayla. Ses yeux bleu clair, noirs et humides. Mais il se ressaisit rapidement et dit en larmes à Aster de ne pas créer de problème. Après tout, à cause d'elle, ils ont déjà dû embaucher la guérisseuse Lishi, ce qui n'est pas bon du tout. La fille a ri. Elle se tenait le ventre et ne pouvait pas prononcer les mots. Elle a dit qu'elle n'avait aucune intention de torturer les domestiques à l'avenir. Litaous ouvrait déjà la porte, mais Aster continuait de parler. Elle a demandé à son frère d'organiser une rencontre avec Kayla. C'est tout ce dont une fille a besoin. Académie. Kayla pratiquait l'escrime. Dans la cour, garçons et filles attaquaient adroitement les mannequins destinés à la leçon. Kayla faisait preuve d'habileté. Elle a habilement porté des coups à l'ennemi. Son professeur l'a même félicitée. Le jeune homme a applaudi la jeune fille et a déclaré qu'elle était une excellente escrimeuse. Il a continué en disant qu'il y avait des résultats dans les classes individuelles. Kayla a remercié son mentor avec la chaleur du combat dans les yeux. Le professeur a annoncé une pause. Il ordonna de se rassembler dans 10 minutes et, pour l'instant, laissa les étudiants se reposer. Un garçon blond s'est approché de Kayla. Il a tendu la main pour se présenter et a dit qu'il l'avait enfin rencontré. Ce dont il était très heureux. Kayla regarda le garçon avec intérêt. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Cela l'a surprise. À ce moment-là, le gars s'est incliné et s'est présenté. Il s'agit de Nicolas Char, le coéquipier de Kayla. Il a proposé de parler un peu pendant la pause. Il a posé des questions sur Franz, sur ses blessures. Il a dit qu'il se sentait très mal sans le frère de Kayla. Avec un sourire narquois, il parla du Death Note et des moqueries de Franz. Kayla était en colère. Elle essaya de se calmer. Elle s'est convaincue qu'une personne complètement différente était responsable des blessures de son frère. Mais visiblement, elle n'aimait pas ce type. Elle tendit la main au garçon. Elle a demandé à ne pas appeler sa dame et ils ont fait connaissance. Le gars a répondu qu'il était gêné par les paroles de la fille. Ils échangèrent des sourires amicaux. Nicolas a dit avec un sourire que Franz lui manquait beaucoup. Ils étaient très proches, et il était heureux de rencontrer quelqu'un de la maison Festus à l'académie. Kayla se tourna et se tendit. Après tout, elle n'avait jamais entendu parler de ce type. Était-il vraiment ami avec Franz? Cette question l'inquiétait. Nicolas fut surpris. Il pensait que Kayla ne s'entendrait pas avec son propre frère si elle ne le savait pas. Les garçons derrière lui chuchotèrent fort et riaient. Kayla a répondu avec colère qu'elle savait tout sur son frère. Ils ont une relation étroite. Ses yeux s'illuminent. La cloche sonna pour le premier cours. Le professeur a annoncé que la récréation était terminée. Kayla a quitté les garçons après avoir entendu la voix de l'entraîneur et s'est dépêchée de s'entraîner davantage. Nicolas sourit méchamment. Mais il a également suivi la jeune fille à l'entraînement. Cependant, il a soudainement crié qu'il défiait Kayla Fest en duel. Cela a surpris toutes les personnes présentes, et la jeune fille elle-même, elle n'a pas compris les intentions du garçon.